Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Mes chers collègues, nous démarrons notre audition. Donc, par courrier en date du 20 novembre dernier, Monsieur Lionel Collet, président de la Haute Autorité de Santé, a fait savoir à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qu'il avait l'intention de nommer Monsieur Jean Lessy à la direction générale de cette instance. En application des dispositions de l'article L. 1451-1 du Code de la santé publique, il appartient à notre commission d'entendre préalablement le candidat choisi par le président de la HAS. Je précise qu'à la différence des deux dernières auditions auxquelles nous avons procédé dans le cadre de l'article 13 de la Constitution, notre audition d'aujourd'hui ne fait pas l'objet d'un vote. Monsieur Lessy, je suppose que vous souhaiterez profiter d'une dizaine de minutes pour nous présenter et nous indiquer comment vous comptez investir les fonctions auxquelles vous êtes pressenti. Je précise que votre CV a été adressé hier à l'ensemble des commissaires. Ensuite, je donnerai la parole au référent de notre commission, monsieur Yannick Neuder, pour 5 minutes, puis aux orateurs des groupes et aux autres députés pour 2 minutes chacun. Et nous conclurons bien sûr sur vos réponses à l'ensemble de ces questions. Monsieur Lessy, je vous laisse la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Alors je suis très honoré d'être devant vous, honoré d'avoir été désigné comme candidat par le président Lionel Collet et honoré de venir soutenir ma candidature devant votre commission. Alors donc j'ai une dizaine de minutes, vous dites, donc je vais être rapide. En 3 temps, peut-être d'abord pour rappeler rapidement mon parcours, ensuite le contexte de la Haute Autorité de Santé dans lequel je présente ma candidature, et enfin une première approche de la manière dont je me projette dans ces fonctions de directeur général de la HS, étant précisé que n'étant pas encore en fonction, c'est avec une certaine humilité que j'en parlerai et que je répondrai à vos questions. Sur mon parcours, très rapidement, pour souligner 3 composantes. Alors d'abord, j'ai consacré l'essentiel de ma carrière jusqu'à présent au Conseil d'État, dans des fonctions de rapporteur ou de rapporteur public. Je voulais juste souligner que j'en tirais 2 convictions de méthode transposables à la HAS. D'abord, sur l'importance de la collégialité, qui est consubstantielle à nos méthodes de travail. C'est de la confrontation contradictoire des points de vue que sort la décision ou l'avis de meilleure qualité. C'est une conviction profonde. Deuxième conviction sur l'indépendance. Alors, je ne parle pas de l'indépendance d'esprit, qui doit être celle de tout agent public, source d'innovation, mais l'indépendance de l'institution, totale sur l'avis, totale sur la décision rendue, et n'exclut évidemment pas une attention à la marge de la société et évidemment une écoute de toutes les parties prenantes. Donc voilà sur la première étape. Deuxième composante de ce parcours, ce sont les sujets sanitaires et sociaux. Toutes mes fonctions au contentieux comme au consultatif au Conseil d'État, elles étaient dans les chambres compétentes sur les sujets sanitaires et sociaux. Côté contentieux, j'ai été rapporteur au rapporteur public de nombreux dossiers sur le prix du médicament, l'admission au remboursement de tel ou tel médicament. Et côté consultatif, à la section sociale, j'ai rapporté des textes dans le champ sanitaire et social. Par exemple, la plupart des projets de loi d'urgence sanitaire. J'ai été rapporteur général du PLFSS 2024 ou d'autres textes encore. Alors, ça ne fait pas de moi un spécialiste pointu aujourd'hui de tous les sujets de la Haute Autorité de Santé, mais je crois que ça me donne une vision globale du champ, des acteurs, des enjeux, et aussi, ce qui est important à la HS, je crois, c'est une vision des résonances, notamment entre le sanitaire et le médico-social. Troisième élément de mon parcours, brièvement, ça a été mes fonctions de secrétaire général de la CNIL entre 2017 et 2020. Alors, sur la CNIL, d'abord, c'était un poste tout à fait comparable au poste de DG de la HAS. Le SG de la CNIL, sous l'autorité d'une présidente exécutive, auprès d'un collège, il dirige l'action de l'ensemble des services, il représente l'institution, il en garantit l'indépendance. Donc des fonctions, un schéma institutionnel comparable, bien que sur des missions différentes, bien entendu. Deuxième point sur la CNIL, c'était une expérience intéressante de management, et notamment de management d'experts. Il y avait beaucoup d'experts juridiques, je n'étais pas très dépaysé. Il y avait aussi beaucoup d'experts technologiques, auditeurs de systèmes d'information, ingénieurs informatiques, développeurs. Et c'était intéressant d'apprendre à dialoguer avec ces corps de métier et de les articuler entre eux pour produire le meilleur avis, la meilleure décision à la fin. Et troisième point sur la CNIL,
c'était une plongée dans les sujets numériques, évidemment, en général, et dans le champ de la santé en particulier. C'était l'époque de la mise en œuvre du RGPD, de l'élargissement du SNDS, de la création de la plateforme des données de santé, le Health Data Hub, de la montée de la problématique de la recherche sur les entrepôts de données de santé, etc. Donc, ce sont des sujets qui étaient importants à la CNIL et sont évidemment majeurs pour le système de santé et pour la HAS. Alors, sur le contexte maintenant de ma candidature, donc la HAS aujourd'hui. Alors, je serai très rapide sur le rappel de ces missions. La HAS, c'est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. Elle fournit l'expertise nécessaire à la régulation du système de santé par la qualité et l'efficience. J'insiste sur ces 2 points. Alors concrètement, ça se traduit par 3 rôles. L'évaluation des technologies de santé, dispositifs médicaux, médicaments, actes professionnels, pour qu'ensuite les décideurs publics, les payeurs et l'État puissent décider de la prise en charge des soins qui sont utiles, des produits qui sont utiles, et de déterminer dans quelle mesure cette prise en charge doit intervenir. Deuxième rôle, ce sont les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, de santé publique, recommandations vaccinales. Là aussi, le fil rouge, c'est la qualité, la pertinence des prises en charge. Troisième rôle de l'HAS sous ce chapiteau, c'est la mesure et l'amélioration de la qualité dans le champ sanitaire et médico-social. Certification des établissements de santé, organisation de l'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, accréditation des équipes médicales, etc. Là, encore une fois, fil rouge, développer, renforcer la culture de la qualité et de la sécurité des soins. Donc ça, c'est le trépied des missions de la HAS. Juste un élément de dynamique par rapport à ce trépied. Les missions, elles se sont démultipliées et elles se sont densifiées. Elles se sont démultipliées, ce n'est pas à votre commission que je vais apprendre que l'article L161-37 du Code de la Sécurité sociale a fait l'objet de 31 modifications depuis 2004. Et je ne parle pas des missions qui ne sont pas codifiées dans cet article. Rien que dans la dernière loi de financement de la Sécurité sociale, on a 5 nouvelles missions ou extensions de missions de la HAS. Toujours sur cette densification des missions de la HAS, deux points à souligner. D'abord, c'est lié à l'innovation en santé. Je ne vais pas revenir sur la vague considérable de progrès thérapeutiques qu'on connaît depuis une dizaine d'années, de progrès aussi organisationnels liés à la place du numérique, d'où une nouvelle mission aussi de l'HAS sur la télésurveillance, les dispositifs médicaux numériques, le répertoire des actes innovants hors nomenclature, etc. Donc innovation, ça conduit à une densification des missions. Et deuxième source de densification des missions, ce sont évidemment les évolutions profondes et qu'il faut mesurer des attentes sociales, de la demande en santé, des besoins de santé. Vieillissement, maladies chroniques, médecine de parcours, évidemment aussi les questions de nouvelle répartition des responsabilités entre professionnels de santé, les suites de la crise de la Covid-19, les enjeux de démographie médicale, de qualité de vie des soignants, la situation de l'hôpital, la demande aussi de plus en plus forte par les patients de leur droit à l'autodétermination en matière de santé. Tout ceci, ça renforce la demande adressée au pouvoir public sur les sujets de santé et médico-sociaux, et notamment la demande adressée à la HAS. Alors, par rapport à ce contexte, les principales orientations, je ne vais pas les redire, Lionel Collet les a développées lors de ses auditions, et la HAS élaborera l'année prochaine ce nouvelle feuille de route stratégique. J'en relève juste quelques-uns. D'abord, renforcer la place des usagers dans les travaux de la HAS, ils y sont déjà, dans sa collégialité, le Conseil de l'engagement des usagers, dans ses services, dans ses groupes de travail. Il faut sans doute aller encore un cran plus loin. Renforcer la dimension prospective. La HAS est au contact des innovations, parce qu'elle les évalue quand elles arrivent. Elle évalue les nouveautés, et donc elle connaît, elle comprend les innovations, en tirer peut-être plus de conséquences pour aider à dessiner le paysage de demain. Renforcer aussi l'efficacité administrative de la HAS. Elle a démontré pendant la crise qu'elle pouvait accélérer dans la mise au point de recommandations ou d'avis rapides. C'est un axe là aussi à développer. Je pourrais revenir, si vous le souhaitez, sur les enjeux au niveau européen qui nous attendent d'ici 3 ans, c'est-à-dire demain. Alors, maintenant, sur la manière dont je me projette dans ces fonctions de directeur général de la HAS. Encore une fois, avec l'humilité de celui qui ne les occupe pas et qui n'est pas encore dans l'institution. Pour moi, il y a quatre priorités. D'abord, garantir la cohésion du collectif, de la HAS. C'est ça, hein, veiller à ce que les équipes soient soudées autour des orientations, autour du projet de la HAS. J'y veillerai avec humanité, bienveillance,
dans le dialogue social. Je dois dire qu'il y a à la base, à la HAS, un ciment solide. Ce sont ces valeurs, la rigueur, la transparence, l'indépendance. Et j'y arriverai avec un esprit du service public très fort. Deuxième élément dans mes priorités, c'est garantir la transversalité au sein de la HAS. La transversalité, elle est nécessaire opérationnellement. Elle l'est parce que tout se tient, je l'ai dit, autour de ce fil rouge de la qualité dans la prise en charge. Elle est nécessaire aussi parce que les enjeux qui nous arrivent sont tout à fait transversaux. Le numérique, l'engagement des usagers, la résistance aux antibiotiques, la santé, l'environnement, tout ça, ça va irriguer toute l'activité et rendre la transversalité encore plus nécessaire. Et j'ajoute d'expérience que c'est motivant pour les agents, la transversalité, parce que ça permet à quelqu'un, quelque part dans la HAS, de repérer des signaux faibles qui vont alimenter les travaux dans une autre partie de la HAS ou de l'autorité. Donc c'est motivant, c'est aussi un élément d'amélioration des pratiques en interne. Troisième élément dans les fonctions de DG de la HAS, évidemment, hiérarchiser les travaux et allouer les moyens aux services. Alors sur les moyens, et votre commission y a travaillé récemment, le PLFSS pour 2024 et les textes financiers pour 2024 ont apporté des réponses, notamment sur le rebasage de la dotation de l'assurance maladie à 71,9 millions d'euros, qui est adapté. Une de mes priorités, ça sera les ressources humaines. Le plafond d'emploi de la HAS est passé de 438 à 443 entre 2023 et 2024, plus 5 après plus 4 l'année précédente. Ce chiffre m'interpelle quand je vois l'ampleur des nouvelles missions qui sont celles de la HAS sur les guichets d'accès précoce, de télésurveillance, de répertoire des actes innovants en nomenclature, de certification des prestataires de services médicaux et de distributeurs de matériel. Ça m'interpelle, donc je ferai le point à mon arrivée sur ce sujet. Dernière priorité, et j'en terminerai par là, c'est garantir l'ouverture de la HAS. C'est une nécessité opérationnelle qui n'a pas attendu mon arrivée, bien entendu. C'est aussi la force de l'indépendance que de pouvoir être ouvert à tous. J'y veillerai particulièrement avec l'ensemble des administrations concernées, les administrations centrales, les autres agences du champ sanitaire, avec aussi les ARS, bien sûr, sur le terrain et les conseils départementaux pour la partie médico-sociale. Deuxième point que je tiens à souligner, c'est qu'on a un enjeu plus large de confiance, de lutte contre la défiance des citoyens. On l'a vu ces derniers temps. Ce n'est pas un problème propre à la HAS, à l'expertise sanitaire ou à l'expertise. C'est un sujet propre à toute autorité, à toute manifestation d'une forme d'autorité. Il est important de travailler dessus et dans les fonctions qui seront les miennes, j'essaierai d'y apporter ma pierre dans cet esprit d'ouverture. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Lessy. Je donne la parole maintenant à Monsieur Neuder. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lessy, nous vous auditionnons aujourd'hui en vue de votre possible nomination comme nouveau directeur de la Haute Autorité de Santé. Je suis heureux de pouvoir vous questionner aujourd'hui en tant que référent pour la HAS à l'Assemblée nationale. J'ai 3 questions. La première, je souhaiterais en premier lieu vous alerter, vous, mais également l'ensemble de la Commission, au sujet d'une pandémie silencieuse et la véritable bombe à retardement qu'est l'antibiorésistance. Je vous donne quelques chiffres. D'ici 2050, l'antibiorésistance pourrait être la cause de 10 millions de décès par an dans le monde et la première cause de mortalité. La France est classée dans le dernier tiers des 27 États membres de l'Union européenne dans la prévention et la prise en charge de l'antibiorésistance. Pour le Conseil de l'Union européenne, la résistance aux antimicrobiens est l'une des 3 menaces sanitaires à anticiper et combattre prioritairement. Si je salue le travail de la HAS qui a émis des recommandations en matière de pertinence des actes et de prescription, ou par exemple plus récemment une modification de bonnes pratiques relatives aux antibiogrammes ciblés en cas d'infection de la femme, nous ne pouvons que déplorer le fait que les acteurs institutionnels impliqués dans la prévention et l'accès thérapeutique peinent à renverser cette tendance inquiétante. La stratégie 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance en santé humaine n'est que trop tardive et ne déploie pas de véritables moyens ni de stratégie pour prévenir de cette menace grandissante. À ce titre, nous attendons l'évaluation du Haut Conseil pour la santé publique chargé d'évaluer cette stratégie. Quel regard porte l'HAS sur ce manque de prise de conscience et quel rôle concret pouvez-vous jouer, notamment dans la rationalisation de la prescription, tout comme dans l'accès thérapeutique, notamment les nouveaux antibiotiques ?
Ma deuxième question, porte sur la nécessité de rénover notre système d'évaluation et de financement de l'innovation qui est aujourd'hui très contraint, alors qu'il doit pouvoir permettre d'inciter à l'innovation tout en préservant notre système de santé solidaire. À ce titre, le rapport de la mission du financement de la régulation des produits de santé publié cet été formule certaines propositions pertinentes dont trop peu ont été intégrées au PLFSS adopté il y a quelques jours. Des travaux d'ampleur sur l'organisation de la HAS et de ses procédures ont permis une réduction significative du délai d'évaluation des médicaments. Malgré cela, la grande majorité des dossiers est traitée dans un délai qui excède les 90 jours, issus de la directive européenne dite transparence. Comment nous rapprocher des résultats de certains voisins européens qui bénéficient de délais bien plus courts ? Sur le même sujet, au niveau de l'évaluation des médicaments innovants par dérogation, accès précoce ou accès compassionnel par l'obtention d'une ASMR, amélioration du service médical rendu, en dépit des ajustements de doctrine, l'obtention d'une ASMR de 1 à 3 est un événement beaucoup trop rare et généralement lié à un gros bénéfice thérapeutique. Ce bénéfice ne peut être évalué que dans une ou plusieurs études randomisées comparatives. Pour certains traitements anticancéreux, la réalisation de ces études randomisées sont quasiment impossibles. Quelle révision de doctrine serait souhaitable pour améliorer l'accès de ces thérapies innovantes qui se révèlent souvent inefficaces ? C'est un point qui a déjà été évoqué avec la directrice de l'ANSM. Je souhaitais par ailleurs évoquer avec vous les enjeux en matière de développement et de financement de la biologie délocalisée, qui sera ma dernière question. Le financement de ces examens a changé, remplaçant un paiement au prorata des actes jusqu'en 2015 par un mode de financement basé sur un encadrement de la prescription, la réalisation et le financement de ces actes par le RIHN, référentiel des actes innovants hors nomenclature. Si ce nouveau mode de financement est plus souple, il a des limites, notamment en matière de remboursement, car trop partiel, qui vient renier les mairies, les missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation, mais surtout cette réforme du RIN est inaboutie dans son application et sa traduction réglementaire. Concernant la biologie délocalisée, un avis de la HAS sollicité par le ministère pour identifier les situations médicales pertinentes pour ces examens est nécessaire avant la publication d'un arrêté pour préciser les lieux et les personnes habilitées. Cet avis, qui dépend du bon vouloir du gouvernement, est encore trop contraignant. Dans quelle mesure la HAS pourrait s'autosaisir pour rendre cet avis ? Enfin, en conclusion, vous l'aurez compris, toutes ces questions doivent faire l'objet d'un travail de rénovation d'ampleur. Je suis certain de pouvoir compter sur M. Lessy pour ouvrir ces chantiers en lien avec la représentation nationale. En tout cas, comme référent HAS pour l'Assemblée nationale, je veillerai à ce que nous n'éludions pas ces problématiques majeures pour l'accès thérapeutique, mais aussi pour un légal accès à l'innovation dans notre pays et plus largement dans toute l'Europe. Merci à vous. Merci. Alors, je vais donner la parole maintenant aux orateurs des groupes politiques. Madame Dubré-Chirat pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur pour votre propos liminaire. Chers collègues, nous sommes au nom du groupe Renaissance heureux de vous auditionner en qualité de candidat à la Haute Autorité de Santé dont nous saluons la mission. Si vous êtes désigné, vous aurez la responsabilité de veiller à la qualité du champ sanitaire, social et médico-social au bénéfice des usagers et à nous éclairer avec des avis pour accompagner la décision publique. S'agissant des missions conseils de l'HAS, je souhaiterais revenir sur certains thèmes. L'HAS accompagne les professionnels de santé en produisant des recommandations de bonnes pratiques particulièrement efficaces. Or, nombre de professionnels ne les connaissent pas ou n'y recourent pas, quand bien même elles améliorent la qualité des soins prodigués aux patients. Quelles actions souhaiteriez-vous mettre en œuvre pour faciliter l'accès et l'utilisation de ces travaux ? Un autre sujet concerne le bon usage des soins auprès des usagers. La France est en tête des pays les plus consommateurs de médicaments, antibiotiques, antidépresseurs, etc., sans pour autant être mieux soignés que dans d'autres pays. Une récente étude américaine fait apparaître que la prescription par les pharmaciens augmente la consommation au lieu de la diminuer. Pensez-vous pouvoir influer sur la prescription, la consommation, l'automédication en matière de sensibilisation, prévention, éducation des usagers pour éviter incidents, accidents et antibiorésistance? D'autre part, peut-on revoir les actions sur le circuit de destruction des médicaments versus environnement, qui fait aussi partie des actions de l'HAS. Enfin, en matière de suivi vaccinal, nous sommes dans une société assez réfractaire à la vaccination en général, y compris chez les professionnels de santé, vu les taux de couverture, alors même que cela assure une protection collective en matière de santé publique. Envisagez-vous de faire des actions de promotion et de suivi de vos recommandations en la matière? En dernier lieu, concernant le repérage des femmes victimes de violences intraconjugales par les médecins généralistes,
généralistes, l'étude lancée par l'HAS propose un questionnement systématique des femmes lors d'une consultation. Pensez-vous qu'on puisse faire coïncider la demande et la réalité médicale, souvent interrogative sur ce processus? Monsieur Muller pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur Lessy, mes chers collègues. J'aimerais vous alerter sur 2 points. Premièrement, j'ai été aide-soignante durant la plus grande partie de ma vie. Mes services ont eu à faire face à des contrôles des ARS. De mon expérience, j'ai retenu que les contrôles dans leur forme actuelle n'avaient aucun impact sur le service puisque la visite des inspecteurs est notifiée à l'établissement à l'avance. Les employés étant prévenus, cela suscite un branle-bas de combat afin de donner une bonne image du service qui ne reflète que rarement la réalité. Pensez-vous, une fois nommé, parvenir à mettre en place, via des recommandations, des contrôles inopinés qui permettraient d'avoir une information éclairée et non biaisée sur la qualité des services contrôlés? Je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent que notre groupe politique l'avait demandé via une proposition de loi rejetée par l'ensemble de l'hémicycle. Deuxièmement, quelques scandales concernant l'HAS ont fait parler d'eux. Certains membres ont été accusés d'avoir négligé de déclarer leurs liens financiers avec des laboratoires pharmaceutiques, ou encore l'accusation d'importants conflits d'intérêts d'un de vos anciens membres à un cabinet de conseil révélé par le Canard enchaîné. Je pense enfin à l'affaire révélée par le Figaro sur l'influence non négligeable des militants transactivistes au sein du groupe de travail chargé de formuler des nouvelles recommandations pour la prise en soin des personnes transgenres, remettant en question l'équilibre et l'objectivité nécessaires pour des décisions médicales éclairées. J'aimerais donc savoir si vous comptez prendre des mesures afin d'éviter de potentiels conflits d'intérêts à l'avenir et si vous avez, vous, un avis concernant l'influence prépondérante des militants transactivistes au sein des HAS. Je vous remercie. Madame Héraudy pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente, collègues. Monsieur Jean Lessy, la Haute Autorité de Santé a de plus en plus de mal à remplir ses missions. La raison, un budget insuffisant et des missions considérablement élargies en 2012 puis en 2018. Selon Lionel Collet, actuel président de la HAS, il manquerait 20 millions d'euros par an pour que la Haute Autorité de Santé fonctionne sereinement et puisse pleinement accomplir ses missions. Pour rappel, la Haute Autorité de Santé met à disposition son expertise scientifique sur diverses thématiques de santé publique grâce à des guides, des avis, des recommandations, des évaluations pour aller du guide à la destination des professionnels de santé accompagnant des personnes atteintes de maladies neurodégénératives à la note de cadrage sur l'accompagnement de la prise en charge de personnes transgenres. La Haute Autorité de Santé évalue aussi les médicaments, les dispositifs médicaux, les actes professionnels en vue de leur remboursement. Aussi, elle certifie les établissements de santé. La HAS a bien voté un budget rectificatif le 9 novembre dernier, entraînant une hausse des recettes de 10 millions et permettant de réduire le déficit par moitié. Mais cela va-t-il réellement suffire pour qu'elle assure réellement l'ensemble de ses prérogatives? Cela va-t-il réellement suffire pour garantir l'indépendance de son expertise? Outre ces soucis de financement, la Haute Autorité de Santé est contrainte par un plafond en termes d'embauche de salariés, autrement dit en termes d'équivalent temps plein. Actuellement, la HAS emploie plus de 430 agents et fait appel à plus de 1300 experts externes. L'ancienne présidente de l'autorité, Dominique Leguludec, déplorait en avril dernier un véritable déficit humain. Monsieur Jean Lessy, je m'interroge sur l'expertise scientifique de la HAS qui est très précieuse. Un déficit de ressources et un déficit humain dans une même institution me paraît hautement problématique. Je m'interroge donc sur vos actions futures. Quelle politique en matière de recrutement comptez-vous mettre en œuvre? Que comptez-vous faire pour préserver le financement de l'institution? Pensez-vous que la rallonge de 10 millions d'euros est suffisante et souhaitez-vous la reconduire en 2024? Merci. Madame Corneloup pour les Républicains. Chers collègues, merci Monsieur Lessy pour vos propos liminaires qui précisent votre vision pour la Haute Autorité de Santé et les priorités pour les années à venir. La Haute Autorité de Santé, cela a été rappelé, contribue par ses avis à accompagner la décision publique, appuie les professionnels de santé dans l'amélioration continue de leurs pratiques cliniques pour prodiguer des soins plus efficaces, plus sûrs et plus efficients dans les établissements de santé et en médecine de ville. Elle promeut les bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès des usagers. Je salue à ce titre la récente préconisation de la HAS visant à réaffirmer dans toutes leurs dimensions l'engagement et la participation des usagers.
Elle intègre, dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de santé 2023-2033, la définition contemporaine de la santé, qui prend en compte non seulement le soin, mais aussi les dimensions sociales et médico-sociales. Les évolutions de la société sont nombreuses, et cela a été rappelé, et il est heureux de constater que la Haute Autorité de santé s'interroge et formule des recommandations pour les professionnels de santé, tout en associant les usagers. La volonté affichée par la HAS d'assurer une meilleure coopération entre les acteurs va également, me semble-t-il, dans le bon sens. Je souhaiterais vous interroger sur l'état actuel des travaux réalisés par le groupe de travail chargé de formuler des recommandations relatives au parcours de transition des personnes transgenres. La note de cadrage publiée en septembre 2022 envisageait une publication définitive en septembre 2023. Pouvez-vous dès à présent nous dire si les recommandations sont déjà formulées et notamment si des conclusions ont été réalisées au sujet de la prise en charge, notamment des mineurs, dont les demandes de transition augmentent et qui font partie intégrante de vos travaux? Une question a également été soulevée cet été au sujet de la transparence relative aux membres de ce groupe de travail. Le guide méthodologique de bonne pratique publié par la HAS prévoit la publication des membres composant les groupes de travail, ce qui n'est pas le cas dans ce dernier. Y a-t-il une raison particulière? Ne pensez-vous pas que la publication des membres des groupes de travail est souhaitable? Enfin, le gouvernement a exprimé ces derniers jours sa volonté de faire évoluer la législation actuelle sur la fin de vie. La HAS avait formulé un guide en 2018, actualisé en 2020. Merci. 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 Monsieur Delaporte, pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lessy, merci d'être présent ce soir. Vous le savez, et ça ne peut pas vous avoir échappé, on est dans un contexte très particulier. On s'apprête, en tout cas, une partie des députés s'apprête à voter une loi qui va avoir dans son Monsieur contenu... Delaporte, vous êtes orateur de groupe. Madame la Présidente, je vous demande de me laisser gérer mes 2 minutes comme je l'ai. Je vous donne pas la Madame la parole Présidente, non. je suis libre d'utiliser mes 2 minutes et vous me prenez du temps. Non, Madame la Présidente, j'ai 2 minutes et j'ai le droit de poser les questions que je veux. Le texte qui va être voté ce soir a des incidences sur la santé publique. Voilà. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole, Madame la Présidente, non, mais Madame la Présidente, vous n'avez pas le droit de me retirer la parole. Le texte qui va être voté ce soir a dans son contenu des articles qui sont relatifs à l'accès aux soins. On parle de la Haute Autorité de Santé qui préconise des politiques de santé publique et vous voulez me retirer la parole. Mais c'est quoi, Madame la Présidente, Madame la Présidente, Madame... C'est ridicule, ridicule. Madame... Non. Non, non, non. Mais Madame la Présidente, qu'est-ce que c'est que cette Assemblée... Ce n'est pas l'objet de... Je vous le dis solennellement, Madame la Présidente. On parle de la santé publique. Je veux poser des questions sur la santé publique à un candidat. Vous pouvez me laisser les poser. Allez-y. Eh bien, je vous demande de me redonner la minute pour que je puisse faire dans le cadre de mon intervention. Non, vous prenez sur le temps qui vous reste. Maintenant, ça suffit. C'est vous qui avez pris Monsieur le candidat, orientation. que pensez-vous, Monsieur le candidat, de la restriction envisagée de l'accès aux soins au titre du séjour étranger malade? Que pensez-vous également des différentes formes de restrictions qui vont peser notamment lorsque des personnes qui sont en statut de demandeur d'asile seront déboutées et n'auront plus le droit à la PUMA? Pensez-vous que cela aura des incidences sur la santé publique si d'aventure cette loi est adoptée? Merci. Monsieur Gernigon pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Monsieur Lessy, chers collègues. Nous examinons donc aujourd'hui votre nomination au poste de directeur général de la Haute Autorité de Santé, institution indépendante, scientifique, qui joue un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité des soins et la régulation de l'efficacité des pratiques médicales en France. Elle évalue les médicaments, les dispositifs médicaux et les pratiques de santé pour en assurer la pertinence et l'efficacité. La HAS est également un pilier dans l'élaboration de recommandations pour les professionnels de santé, contribuant ainsi à garantir une prise en charge optimale des patients. Dans le cadre de ces missions et recommandations, y compris les pratiques vaccinales de santé publique, basées sur la rigueur scientifique, la HAS a eu à s'exprimer sur la politique de vaccination contre la papillomavirus en France et faire des recommandations multiples depuis 2019. Monsieur Lessy, la récente campagne de vaccination contre le HPV dans les établissements scolaires a rencontré des défis notables. Malgré l'importance de la vaccination pour prévenir des cancers liés au HPV, la campagne n'a pas atteint les objectifs fixés, avec des taux de vaccination particulièrement bas dans certains secteurs, comme les établissements privés. En tant que futur directeur général,
comment envisagez-vous d'aborder ces défis de santé publique, en particulier en termes de communication et de sensibilisation, pour assurer le succès des initiatives, notamment vaccinales? Je vous remercie. Merci, Monsieur Pétavy, pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Monsieur Lessy, mes chers collègues. Juste en préambule, ce serait bien de laisser la liberté d'expression à chaque député. Alors, le groupe écologiste salue l'adoption d'une feuille de route par la Haute Autorité de Santé visant à donner un cadre opérationnel à la prise en compte de la santé environnementale dans ses travaux. La vulnérabilité croissante de la population face au changement climatique implique de prendre dès maintenant le virage vers la prévention et la préservation de la santé environnementale, la pollution étant l'un des premiers vecteurs de maladies chroniques. Si la COP28 a inclus pour la première fois une journée dédiée aux effets du changement climatique sur la santé humaine, aucune proposition ambitieuse n'en sera ressortie. Dans ce contexte, la HAS, qui a d'ailleurs vocation à internationaliser davantage ses travaux, selon son projet stratégique, aura un rôle déterminant dans ce virage nécessaire vers la prévention. En ce sens, nous aimerions savoir quels travaux envisagez-vous de mener sur la question de la prévention en santé environnementale, en particulier concernant la prévention secondaire et tertiaire. Nous aimerions également connaître vos propositions concernant la réduction des déchets à usage unique afin d'assurer la sécurité sanitaire sans être dans le tout jetable. Il est également urgent de reconnaître que le secteur de la santé est l'un des plus gros émetteurs de carbone en France, 8% de l'empreinte carbone nationale. C'est particulièrement le cas du transport des médicaments. La dérégulation de ce secteur, ces 15 dernières années, au profit des laboratoires pharmaceutiques, a en effet entraîné une augmentation drastique du trafic routier à la livraison de médicaments. 180 millions de kilomètres sont parcourus chaque année par les grossistes répartiteurs, et ce, sans aucun impératif de mutualisation des commandes par les pharmacies d'officine ou hospitalières. Si nous saluons votre démarche de renforcement des critères liés à la santé environnementale dans les référentiels des établissements, nous aimerions savoir si vous comptez également vous investir sur la question du transport des médicaments. Merci. Monsieur Dharréville, pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. En préambule, je souhaite également vous dire que je suis sidéré par ce qui vient de se passer avec notre collègue Arthur Delaporte. Et j'imagine, Monsieur Lessy, je m'adresse à vous désormais, que quand on parle de qualité des soins, il s'agit bien de parler de qualité des soins pour tous. Et donc je reprends à mon compte les questions qui ont été posées par mon collègue. Je voudrais vous interroger sur la téléconsultation, remboursée depuis 2018. Elle a connu un essor considérable pendant l'épidémie de Covid, qui se trouve aujourd'hui confortée par les pouvoirs publics eux-mêmes en raison de la désertification médicale. Des cabines, des bornes de téléconsultation ont été installées hors de lieux de soins, dans des lieux publics ou commerciaux. N'y a-t-il pas, là, pour le moins, une certaine désorganisation en vue de l'offre de soins et surtout un risque réel sur la qualité des soins et du suivi des patients avec une sorte de confusion entre lieux de soins et lieux de consommation? Qu'en pensez-vous? Deuxième question, quel est votre regard sur l'essor d'une plateforme telle que Doctolib, qui génère de nombreux profits et dispose de données de santé sensibles et qui engage elle aussi des transformations des relations entre les soignants et les patients ainsi que des parcours de soins? Vous avez comme mission de promouvoir les bonnes pratiques. Comment imaginez-vous de faire la part des choses entre la promotion des bonnes pratiques et la protocolisation ou l'instrumentalisation des professionnels de santé? C'est parfois ainsi qu'ils vivent un certain nombre d'organisations des soins. Je fais référence notamment à l'hôpital public en la matière. Comment lutter contre l'automédication en période de désertification médicale? Quelle est votre réflexion sur le sujet? Comment faire en sorte de déployer une politique du médicament qui soit moins tributaire des stratégies commerciales des Big Pharma? Et même question pour les dispositifs médicaux. Merci. Je vais poursuivre avec les questions des députés avec Madame Le Nabour. En fait, c'est la même question qui a été posée par Monsieur Neuder, donc sur l'accès aux médicaments post-évaluation par le comité des médicaments à usage humain. Donc, je pense que voilà, j'aurai ma réponse tout à l'heure. Merci. Madame Levavasseur. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lessy, en 2019, devant le chiffre affolant de l'Observatoire national des violences qui mettait en évidence qu'environ 213 000 femmes en France étaient victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint, la Haute Autorité de la Santé a décidé de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment dans le cadre conjugal, un de ses chevals de bataille. Après étude, l'autorité de la santé a ainsi estimé que 3 à 4 femmes sur 10 pouvaient être victimes de violences conjugales dans la patientèle d'un médecin généraliste. La haute autorité ayant pour une de ses principales missions de mesurer et d'améliorer la qualité des hôpitaux, cliniques, médecines de ville et établissements sociaux et médico-sociaux,
Elle a donc fait des recommandations aux médecins pour les inciter à questionner leurs patientes sur d'éventuelles violences conjugales. Le 25 novembre dernier, la Haute Autorité a réalisé une nouvelle étude pour suivre l'appropriation des recommandations par les professionnels de santé et fort de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Si les patientes sont favorables à 96% au questionnement systématique des médecins concernant leur vie conjugale, on observe que cela reste trop peu mis en œuvre aujourd'hui, avec seulement 3% des femmes qui disent avoir été questionnées par leur médecin sur ce sujet sur 18 derniers mois. C'est extrêmement peu, sachant que c'est le résultat d'un travail de 4 années auprès des médecins. Selon vous, que faut-il en conclure? Pourquoi un chiffre aussi faible? Est-ce dû à une mauvaise information des médecins, un manque d'engagement ou de savoir sur le sujet, malgré vos campagnes et celles du gouvernement? Quelles seraient les mesures supplémentaires qu'il faudrait prendre pour lutter plus efficacement contre ce fléau? Envisageriez-vous, par exemple, de mettre en place avec l'État une stratégie commune pour inciter les médecins? Merci. Monsieur Bazin. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Lessy, votre nomination à la tête de la Haute Autorité de Santé est envisagée. Ma première question concerne l'indépendance de cette autorité. Vous avez été serviteur de l'État pendant de nombreuses années comme conseiller d'État, et là vous êtes nommé par une autorité politique, enfin pas politique, mais en tout cas qui peut être en lien pour le coup avec le pouvoir politique. Dans quelle mesure et quels moyens vous comptez prendre pour assurer cette indépendance, puisque la crise sanitaire a pu mettre à certains moments des frictions, des tensions sur les avis qui étaient très attendus de la Haute Autorité de Santé. Et il me semble que c'est très important d'avoir une Haute Autorité de Santé indépendante en qui les concitoyens peuvent avoir confiance. Donc c'est un premier élément sur l'indépendance. La deuxième question, elle est sur la troisième priorité que vous avez mentionnée. En introduction, vous avez dit que vous aviez de nouvelles missions, qui d'ailleurs sont de plus en plus nombreuses, et que vous fixiez comme priorité la hiérarchisation des travaux. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quels sont vos critères de hiérarchisation, quelles seront vos priorités, connaissant les défis pour notre santé publique qui peuvent concerner tous les âges, à la fois sur le vieillissement, à la fois sur la petite enfance, à la fois dans les territoires avec la désertification médicale, à la fois sur les questions de bioéthique avec les nouvelles technologies. Demain matin, en vous rasant, si vous êtes nommé, quelle est votre priorité? Monsieur Rousset. Merci Madame la Présidente. Bonsoir Monsieur Jean Lessy. Une des missions de l'HAS, c'est d'évaluer les pratiques médicales et de les améliorer au service des usagers. Moi, je voudrais vous parler du dossier médical. Le dossier médical est essentiel dans sa constitution. Il faut qu'il soit d'une qualité parfaite. Et surtout, je voudrais vous parler de la transmission des éléments de ce dossier. S'il y a un dysfonctionnement dans notre système de santé, c'est que souvent, les médecins généralistes et les spécialistes qui sont normalement en liaison avec ceux qui ont fait des actes chirurgicaux, par exemple, reçoivent les éléments du dossier, parfois incomplètement, mais surtout très tardivement. Un généraliste, par exemple, retrouve son malade qui lui dit « Oui, j'ai été opéré il y a 3 semaines de la vésicule biliaire ». Et quel est, à votre avis, les moyens d'analyser ces pratiques? Parce que vous savez analyser, par exemple, la qualité d'une cholécystectomie ou de l'ablation d'un nodule de la thyroïde, mais comment envisagez-vous l'évaluation de la tenue du dossier médical et de sa transmission dans le cadre d'une amélioration des relations et des réseaux médicaux qui sont nécessaires au bon système de santé? Merci. Monsieur Di Filippo. Merci beaucoup Madame la Présidente. Je remercie Monsieur Lessy pour se prêter au jeu de l'audition de la Commission des Affaires sociales. Simplement 2 questions. La première, plusieurs des orateurs précédents ont mentionné les questions de prévention. À mon sens, elles sont essentielles, surtout face aux menaces sanitaires qu'on a aujourd'hui. J'en évoque 2. La sédentarité, qui touche notamment les plus jeunes et dans des proportions jamais vues. Et puis la deuxième, l'accoutumance aux réseaux sociaux, notamment au format de vidéos courtes type réel ou TikTok. Et les conséquences psychiques, les conséquences sur le développement
neuropsychologique des enfants, avec tout ce que cela peut avoir. J'aurais aimé avoir votre avis ou vos axes potentiels de travail sur ces sujets-là, parce que ce sont réellement pour la population française des bombes à retardement sanitaire. Et puis la deuxième question, on voit se développer, alors en lien aussi avec la pyramide des âges qui fait qu'on a un nombre pour l'instant en diminution de médecins dans la plupart des territoires, même dans les grandes villes, et on les voit de plus en plus adopter un mode de fonctionnement à temps partiel, sur 4 jours par exemple dans la semaine, ce qui réduit encore davantage le recours aux soins. Et donc comment la Haute Autorité de Santé appréhende aussi ces questions-là qui à l'avenir vont, à mon avis, avoir tendance à se généraliser si on ne fait rien. Merci beaucoup. Monsieur Boyard. Merci Madame la Présidente. Je fais mienne les questions de Monsieur Delaporte et je trouve aberrant que votre malaise autour de cette loi qui reprend le programme du Front National justifie que vous censuriez la parole de mon collègue Delaporte. Monsieur Lessy, 11 millions de nos concitoyens qui vivent dans le Val-de-Marne, en Picardie, en Auvergne, dans les Outre-mer, en ville ou à la campagne, vivent dans des déserts médicaux. Cela implique pour eux des difficultés à renouveler leur ordonnance, des difficultés à consulter un spécialiste. Cela veut aussi dire que 6% de la population réside à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. À cela s'ajoutent les fermetures de services d'urgence qui sont devenues la norme dans tout le pays. À force de fermer des lits, à force de dégoûter le personnel soignant qui finit par déserter l'hôpital public, à force de coûts budgétaires qui tuent l'hôpital public, les patients attendent parfois des nuits entières sur des brancards. Le 20 novembre dernier, la HAS a publié le 6e bilan des événements indésirables graves, définis comme des événements qui ne seraient pas survenus si les soins avaient été conformes à une prise en charge satisfaisante. Selon ce bilan, un tiers des EIGS relèvent d'erreurs liées à l'organisation des soins. Les erreurs et retards de prise en charge constituent les motifs les plus fréquents. 268 EIGS se sont produits dans les services d'urgence, dont 174 ayant donné lieu au décès du patient. Monsieur Lessy, face aux insuffisances statistiques sur la dégradation de la prise en charge et les pertes des chances des patients, vers quelles évolutions concrètes pourrait tendre la HAS afin de mieux rendre compte de la qualité des services rendus par les établissements de santé et de davantage faire respecter les droits des patients? Madame Loire. Merci Madame la Présidente. Le 4 avril dernier, nous avons auditionné Dominique Le-Gulidec concernant la pénurie de médicaments. Il nous a été expliqué le principe des messages d'alerte mis en place par la Haute Autorité de Santé qui, en cas de pénurie, communiquait des messages d'alerte permettant notamment d'en informer les praticiens afin de trouver des alternatives thérapeutiques. Il nous a ensuite expliqué que l'efficacité de ce dispositif était encore approuvée à cause de la lenteur de réaction des éditeurs. La question des pénuries de médicaments est et va de plus en plus être une question centrale pour l'HAS. Alors, j'aurais voulu savoir où en est ce dispositif et vous demander si vous pensez sincèrement que ce dispositif suffirait sur le long terme lorsque l'on sait que plus de 3700 ruptures ou risques de rupture de médicaments ont été signalés sur le sol français en 2022, selon l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. À titre personnel, je trouve ça un peu léger. Merci. Monsieur Lozana. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Lessy. Je voulais vous interroger plus particulièrement sur l'innovation. On en a touché un mot, mais sur votre doctrine d'évaluation. Je voudrais prendre l'exemple dans les cancers, où on va vers une médecine de plus en plus de précision, donc avec des cohortes qui seront très faibles. Comment pouvez-vous faire évoluer donc votre doctrine d'évaluation, sans exclure évidemment les médicaments qui peuvent apporter une réponse aux pathologies? Deuxième chose, par rapport au conflit d'intérêts, puisqu'on aura maintenant de moins en moins de spécialistes qui vont pouvoir évaluer cela, on va vers des médicaments qui vont toucher peu de personnes. Le conflit d'intérêts, tel que nous le pratiquons en France, risque d'être un peu problématique. Il y a des pays qui l'ont résolu en faisant plus de transparence, mais en allant interroger donc, les spécialistes de tel ou tel médicament. Donc, comment voyez-vous cela pour et faire évoluer donc, votre vision par rapport à cela? Merci. Madame Hugues. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lessy, la Haute Autorité de Santé a publié une étude formulant une liste de recommandations pour le repérage des femmes victimes de violences au sein du couple. Excusez-moi la redondance du sujet déjà évoqué par certaines de mes collègues, mais ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est que cette étude détaille les facteurs associés à la probabilité qu'une femme soit victime de violences. Parmi ces facteurs, le handicap et la maladie de longue durée. Aussi, ma question sera
la suivante. Pour les femmes en situation de handicap ou gravement malades, pensez-vous que les professionnels impliqués soient suffisamment armés pour les accompagner en cas de violence conjugale, alors que ce sont des personnes qui peuvent notamment avoir du mal à s'exprimer ou à se faire comprendre? Quel est selon vous le professionnel de santé le plus à même de répondre aux besoins de ces femmes? Et enfin, pensez-vous qu'il soit nécessaire de renforcer la formation initiale ou continue des professionnels de santé aux violences commises sur personnes en situation de handicap ou gravement malades? Je vous remercie. Monsieur Khaliffer, pour conclure. Oui, voilà, merci Madame la Présidente. Bonsoir, chers collègues. Permettez-moi de vous dire quand même que j'ai été un peu surpris de votre réaction, Madame la Présidente. Et je pense que c'est juste accidentel. Mais enfin, Monsieur Jean Lesy, je pense que vous allez répondre aux questions du collègue de la Porte. Et pour ne pas subir le même sort que Monsieur de la Porte, je voudrais juste vous poser la question suivante. Votre prédécesseur parlait d'insuffisance de moyens il y a quelque temps. Comment pensez-vous agir afin que l'HAS ait les moyens de sa mission? Et sachant que la haute autorité doit appuyer les professionnels pour l'amélioration continue des soins et pour aussi la pratique de soins efficaces, je vous demande quelle serait la communication que vous pensez mettre en œuvre, sachant que durant la période Covid, la chose a fait plus que troubler, disons, les professionnels de santé et ceux et celles aussi qui écoutaient et qui attendaient les avis de l'HAS. Donc voilà mes deux petites questions en souhaitant quand même que votre parcours à l'HAS puisse être couronné de succès. Merci. Monsieur Lesy, pour répondre à l'ensemble de ces questions. En vous remerciant pour l'intérêt que vous portez à l'HAS et en vous remerciant, Monsieur Khaliffer, pour vos vœux pour mon parcours. Je rebondis sur la question des moyens. Donc ça, j'en ai parlé dans mon propos liminaire. Ça sera un de mes premiers points à l'arrivée, de faire justement un point sur l'état des besoins par rapport aux missions telles qu'elles sont aujourd'hui et telles qu'on peut en projeter l'impact, et ensuite d'essayer de chiffrer ces besoins pour que l'année prochaine, dans le cadre des lois financières que vous connaissez, les demandes soient formulées et justifiées. Voilà. Donc ça, comme je vous ai dit, j'ai à ce stade un étonnement sur le décalage entre le plafond d'emploi notamment et l'ampleur des moyens et la dynamique des missions. J'apprécierai sur place, mais ça sera une de mes premières démarches. Alors, sur les questions, je vais reprendre peut-être dans l'ordre les questions de monsieur le référent HAS, monsieur Neuder. Sur l'antibiorésistance, alors le sujet, je crois, n'est pas négligé à la Haute Autorité de Santé. Il n'est pas négligé non plus par les autorités politiques. Vous avez parlé de l'avis du Haut Conseil de la Santé publique. Moi, je dirais simplement sous quels angles la HAS y travaille, parce qu'elle y travaille encore plus dans la perspective des risques que vous indiquez. D'abord, sous l'angle de la remontée des IS, des infections associées aux soins, dans le cadre de l'accréditation des médecins et des équipes médicales. C'est un sujet qu'on exploite tout particulièrement. Également, vous avez parlé des recommandations de bon usage des antibiotiques, ce qui rejoint l'enjeu de l'implémentation aussi dans les logiciels, et je reviendrai sur la question de la lenteur, du caractère perfectible de cette implémentation tout à l'heure. Je tiens aussi à rappeler que dans l'évolution de la doctrine de la Commission de la transparence en mars dernier, le cas particulier de l'évaluation des médicaments qui apporterait un plus en matière de lutte contre l'antibiorésistance, c'est un point qui a été identifié, isolé, pour la première fois dans la doctrine de la Commission de la transparence. Donc vous voyez, ce sujet est à l'ordre du jour. Sur la question des délais, est-ce que le micro marche bien? Sur la question des délais, alors il faut voir ce qu'on mesure. Quand on prend les délais moyens et qu'on compare la France, les délais moyens d'accès de la population à un médicament pris en charge par l'assurance maladie, en effet, on peut trouver que la France est dans le milieu de peloton européen, 497 jours en moyenne. L'Allemagne, en effet, c'est beaucoup mieux, c'est 133. L'Italie et l'Espagne, l'Italie, c'est un petit peu mieux que la France. L'Espagne, c'est moins bien. Donc, si on parle en termes de délai moyen d'accès, il peut y avoir un sujet. Quand on mesure ce délai d'accès sur les molécules innovantes en intégrant les procédures françaises d'accès précoce, la hiérarchie des délais change. Pour la France, on descend à 169 jours dans ce cas-là, si on intègre encore une fois ces procédures d'accès précoce, qui sont un accès quand même concret à une innovation.
Donc on arrive à 169 jours. L'Allemagne est toujours en dessous, à 54 jours. En revanche, tous les autres pays sont derrière, notamment l'Espagne et l'Italie que j'évoquais précédemment. Il y a un autre sujet là-dedans, c'est quels sont les délais propres à la HAS. Parce que mettre à disposition des patients, une fois que l'AMM est délivrée, c'est l'évaluation médico-technique et médico-économique. Ensuite, c'est la négociation du prix et la publication du prix. Il y a 3 compartiments qui vont expliquer les délais. Pour ce qui est du compartiment HAS, le délai moyen, c'est effectivement 187 jours au-dessus de la directive, mais je vous rassure, l'Allemagne elle est à 220 jours. Mais le délai médian, qui neutralise les cas extrêmes, le délai médian, c'est 87 jours à la HAS, 74 si on intègre l'accès précoce. Voilà. Donc, après, tout ne se résume pas à une avalanche de chiffres, mais il faut voir exactement ce qu'on mesure. Il y a un sujet en tout cas, c'est la mise à disposition. Je tenais d'abord à objectiver les chiffres. Mais il y a un sujet, évidemment, et Lionel Cahulet a dit dans ses priorités, il y a le renforcement de l'efficacité administrative. Je voulais juste souligner, par rapport aussi aux équipes, au travail des équipes et des experts, qu'on ne partait pas d'une situation qui se laisse juste appréhender par le délai moyen, toute procédure confondue. Mais ce délai moyen, il est réel, il n'est pas erroné, et il mérite qu'on y travaille, évidemment. Sur la question tout à fait essentielle que vous avez soulignée, des ASMR 5 notamment, qui va poser une difficulté. Alors, quand on est en liste ville ou en procédure de droit commun, on va dire ASMR 5, ça n'empêche pas la prise en charge, mais ça va avoir un impact sur le prix. En revanche, et vous pensez sûrement à la situation de la liste en su à l'hôpital, quand on est en ASMR 5, ça peut représenter un obstacle pour l'inscription sur la liste en su. Alors, je dirais juste 2 choses, parce que vous avez tout à fait raison. D'abord, c'est que historiquement, la liste en su, c'était jusqu'aux ASMR 3. Il y a eu en 2021 un élargissement aux ASMR 4. Et la question que vous posez, c'est donc l'ASMR 5. Bon. Là-dessus, il y a eu 2 évolutions récentes. D'abord, la doctrine de la Commission de la transparence qui a souligné en mars 2023 qu'il y avait ASMR 5 et ASMR 5. C'est-à-dire il y a les médicaments qui n'apportent pas d'amélioration, on le sait, et ceux dont on ne sait pas encore s'ils peuvent, avec un bon plan de développement, prouver une amélioration. Et pour cette deuxième catégorie, dans le PLFSS 2024, il y a la procédure de l'accès précoce prolongé, qui vise à permettre, alors même qu'au terme de l'accès précoce, on serait en ASMR 5, de permettre une continuité de la prise en charge. Voilà, donc il faudra aussi on est sur une nouvelle doctrine et un nouveau mécanisme dans le PLFSS 2024. Il faudra peut-être l'évaluer en effet assez rapidement, vous avez raison. Sur la biologie, les actes de biologie délocalisés, alors je prendrai connaissance du dossier précis à mon arrivée, je ferai le point et je vous ferai un élément de retour écrit si vous le souhaitez. De manière générale, il y a un chantier important à la HAS, et ça rejoint la question aussi des ETP, c'est le travail sur les actes du RIHN, qui sont des procédures. Mais le RIHN avait été créé pour être provisoire au départ, puis en effet, il s'est pérennisé. On a 2 sujets. On a les données d'évaluation des actes qui sont inscrits, qui sont insuffisantes, et on a un sujet de goulot d'étranglement à la sortie. Donc là-dessus, la loi a fixé des délais. La loi, elle a fixé des responsabilités des procédures. Là aussi, il faudra évaluer ça. Et pour ce qui est de la biologie délocalisée, je vous propose de vous faire une réponse écrite. Pour ce qui est d'une question alors absolument transversale aux recommandations de la HAS et qui concerne certains des sujets qui ont été abordés, la question de l'appropriation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles par les professionnels de santé. Quelle action mener ? La HAS a constitué pendant 4 ans, une commission spécifique pluriprofessionnelle dédiée à la mesure de l'impact de ces recommandations et aux solutions pour renforcer l'impact de ces recommandations, en s'appuyant au besoin, et le président Collet l'a indiqué, sur des éléments d'expertise issus des sciences humaines et sociales. Donc cette commission a émis ses recommandations il y a quelques mois. Donc de nouvelles structurations, de nouveaux formats, de nouvelles graduations parfois des messages, voilà, qui sont trop noyés alors qu'il peut y avoir des besoins très, très, très spécifiques. Donc là, on a sur la table un plan d'action qu'il va falloir évidemment mettre en œuvre. Sur la question du bon usage des soins, de la consommation de médicaments, la France est un pays en effet un consommateur important. Donc ça rejoint cette question-là, justement, de l'implémentation, de l'appropriation des recommandations, parce que sur le sujet, la HAS, on a émis beaucoup dans de nombreux champs.
Donc je renvoie au programme de travail issu des travaux de la commission d'impact des recommandations. Il y a aussi un élément sur le colloque singulier entre le patient et le professionnel, parce que le patient, je ne vais pas vous l'apprendre, est des fois le demandeur. Voilà. Et donc il y a un travail en effet à faire au niveau de la formation initiale et continue. Bientôt, il va y avoir l'enjeu de la certification périodique des professionnels de santé, qui pourrait être l'occasion aussi d'aborder ce sujet-là. Comment gérer le colloque singulier sur cet aspect-là. Sur les dimensions des impacts négatifs du secteur de la santé, du moins l'impact, tout impact est négatif, de l'impact sur l'environnement. Alors là-dedans, il y a d'une part le plan santé-environnement dont vous avez rappelé l'existence de la HAS. Je serai juste concret sur 2 points. D'abord, sur ce qui se fait déjà dans les référentiels de certification des établissements de santé et d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux, la gestion des déchets, c'est un point important de l'évaluation. Deuxième élément sur une nouveauté, plutôt un élément de nouveauté, c'est que dans l'évaluation des dispositifs médicaux, la LFSS pour 2024 prévoit précisément que la CNEDIMS, qui est la commission compétente de la HAS, dans son avis, pourra prendre en compte le caractère adapté, par exemple, du conditionnement par rapport aux conditions d'utilisation projetées, et le cas échéant, s'il y a un caractère inapproprié, je prends l'exemple du conditionnement, ça pourra conduire à des remises conventionnelles obligatoires, remises par l'industriel. Donc un effet d'incitation financière, mais là qui est pour l'instant sur le papier, c'est le PLFSS 2024. Il faudra voir comment il se met en œuvre. Sur la question de l'acceptation de l'adhésion à la vaccination, en effet, j'ai parlé de défiance comme étant un des mots contre lesquels lutter. Dans mon propos liminaire, j'y suis très attaché, et donc je ferai le point aussi à mon arrivée sur ce qui est fait. Peut-être un élément aussi, c'est qu'on a parfois des bonnes surprises. On lisait sur, alors ce qui n'est pas un vaccin, mais le Beyfortus en matière de bronchiolite, on n'avait pas anticipé un taux d'adhésion aussi fort que celui qu'il a été. Bon. Mais ça, c'est un exemple pour dire simplement qu'on a parfois des bonnes surprises. Le sujet est absolument majeur. Alors, sur la question qui a été posée à plusieurs reprises du repérage des femmes victimes de violences conjugales. Donc, les chiffres ont été rappelés, les chiffres de cette étude récente de l'HAS, pour apprécier si ces précédentes recommandations étaient effectivement suivies. Et donc là, en effet, quand on lit les chiffres, on est étonné de voir un pourcentage très faible, 3%, un peu plus si on se concentre sur les médecins traitants, seulement de femmes qui ont vu le sujet être abordé à l'initiative du professionnel de santé. Donc on est loin de l'optimal. Par rapport aussi, cette étude est intéressante, par rapport à une crainte qu'on pouvait avoir sur même le besoin ressenti, parce que le besoin est réel, il est évident, mais le besoin ressenti par les femmes d'être interrogées sur ce sujet. Et là, on a une adhésion très forte. 96% en effet des femmes interrogées estiment que c'est une bonne idée, que c'est une bonne démarche. Donc là-dessus, voilà, cette étude en soi, c'est un élément de réponse. C'est intéressant de mesurer si l'étude est suivie ou pas. Donc cette étude est très récente, elle date de novembre. On ne pourra pas ne pas en tirer des conséquences en termes de messages de priorisation, aussi avec les partenaires. Parce que l'HAS, elle évalue, elle recommande les pratiques. Toucher les professionnels, c'est un travail évidemment partenarial. Sur la question des contrôles des ARS, alors là, monsieur le député, je ne peux pas vous répondre, ce n'est pas dans le champ de compétences de la HAS. Sur la gestion des conflits d'intérêts, vous avez évoqué des scandales, des défauts de déclaration d'intérêts. Si vous êtes plus précis, je prends vos éléments écrits et j'y répondrai. De manière générale, il y a une gestion des déclarations d'intérêts. Les déclarations d'intérêts, elles visent à avoir la transparence sur les liens d'intérêts. Tout lien n'est pas un conflit. Ensuite, ce qu'il faut éviter, c'est le conflit d'intérêts. Et pour ça, la HAS a été une des premières autorités sanitaires en Europe à avoir un guide de détection des conflits, du seuil du conflit, en fonction de l'ancienneté du lien d'intérêt, de son intensité, de sa nature. Bon. Il peut de temps en temps, en effet, y avoir des difficultés et des contentieux. Sur la masse des travaux de la HAS, les situations problématiques sont rares. Après, évidemment, il faut œuvrer à ce qu'elles ne se produisent pas. Il y a un déontologue à la HAS, M. Gély, qui fait un travail remarquable sur ce sujet. Plusieurs questions ont été posées sur le groupe de travail sur la prise en charge de la transition de genre. Alors, les travaux sont en cours.
Donc voilà, les travaux sont en cours. Ils devraient déboucher au premier semestre 2024, voilà en termes de calendrier. Sur la question de la composition, puisqu'en effet, il y a eu des recours, y compris auprès de la CADA, sur la composition, je peux vous dire simplement deux choses. C'est une pratique constante de l'HAS de ne publier la composition du groupe de travail qu'en fin de travaux. On la publie, la composition, en même temps que la recommandation. Donc ce n'était pas propre à ce groupe-là. C'est une méthode de travail commune à tous les groupes pour éviter aussi toute pression extérieure pendant les travaux d'un groupe. Et là, dans ce cas-là, et vos propos renvoient à un contexte que la presse a largement relayé, il y avait des mises en danger possibles de personnes étant membres de ces groupes. Donc la HAS n'a pas fait application d'une doctrine particulière, elle a appliqué sa doctrine générale. Il y a, je crois, aussi un litige qui est en cours devant le tribunal administratif de Montreuil à la suite d'une saisine de la CADA. Donc je ne peux pas me prononcer, évidemment, tant que ce litige de communication de documents administratifs est lui-même en cours. Sur la question des 20 millions, si j'ose dire, dans le budget de la HAS, à ce stade, cette question donc, des crédits de fonctionnement a été résolue par le rebasage opéré par le lot de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Reste donc déjà la question de la maîtrise des coûts et des budgets nécessaires aux fonctions de la HAS à l'avenir, et la question surtout, je l'ai indiqué, et plusieurs d'entre vous l'ont indiqué aussi, du plafond d'emploi. Sur la question de l'engagement des usagers, non, j'ai répondu sur la transparence quant à la composition. Bien, sur la fin de vie, si une loi est adoptée, il n'est pas impossible, évidemment, que la HAS ait à intervenir ensuite, ne serait-ce que pour des raisons d'évaluation des produits qui seraient en jeu. Mais là, on est trop tôt dans le processus pour que je me prononce. En effet, la HAS a produit de nombreux travaux par le passé dans le cadre législatif actuel. Des recommandations sur la mise en œuvre de la sédation prolongée et continue issue de la loi Claes-Leonetti de 2016. Des travaux aussi sur la fin de vie dans le contexte du Covid en établissement social et médico-social. Donc elle a des travaux sur le sujet et elle en aura sans doute si un cadre législatif est adopté. Sur le papillomavirus, il y a deux sujets. Il y a la question de l'organisation de la campagne et des moyens d'organiser la campagne pour toucher, en effet, et c'est extrêmement important, le public. Vous avez rappelé les enjeux de santé publique. Et à la question de la pertinence de cette vaccination. Alors, sur la pertinence, elle est entière, la HAS l'a dit. Sur l'organisation, voilà, c'est un sujet qui ne relève pas en première ligne de la HAS, même si elle doit, et elle le fait, en termes de message auprès des professionnels, accompagner cette démarche. Je regarde donc sur santé-environnement, j'ai répondu. Oui, sur la question de la prévention, la HAS, dans sa feuille de route santé-environnement, souligne elle-même que sur la prévention secondaire et tertiaire, les travaux doivent être renforcés. Donc il y a de longue date beaucoup de messages sur la prévention primaire. D'ailleurs, je rebondis sur la question sur la sédentarité, et j'invite tous ceux qui sont assis ici comme moi, en effet, et qui sont souvent assis, à en prendre connaissance. Elles sont intéressantes, elles sont vraiment très pratiques, y compris non seulement pour les professionnels de santé, mais pour tous citoyens, tous ceux que nous sommes. La HAS, de manière générale, depuis 2011, est attentive aux recommandations sur les traitements non médicamenteux. C'est du moment qu'ils sont assis sur des preuves, et en matière d'activité physique, les preuves sont là. La HAS y est très attentive. Sur la prescription d'activité physique adaptée, la loi a permis une prescription large. La LFSS pour 2024 a prévu une expérimentation en termes de prise en charge par le Fonds d'intervention régional pour certaines, notamment pour certains cancers. Et la HAS y pousse évidemment considérablement. Donc, j'ai eu également des questions sur les conditions de mise en œuvre des téléconsultations. On a en effet un secteur qui se bouleverse, voilà, qui change profondément, avec des nouveaux modèles économiques. Donc il faut y être extrêmement attentif. Il y a deux sujets sur lesquels la HAS travaille. D'abord, la question des lieux de téléconsultation. Alors, la HAS y travaille. Les travaux devraient déboucher de manière imminente, je vous le dis. Elle travaille sous l'angle, évidemment, des aspects médicaux. Quels sont les lieux qui, médicalement, sont adaptés à des bonnes conditions d'organisation de telles consultations? Donc, il y a la question des lieux. Il y a un deuxième chantier, c'est celui qui a été lancé avec l'agrément des sociétés de téléconsultation, donc non pas les sociétés qui fournissent le matériel seulement, mais qui également des salariés
qui assure les prestations de téléconsultation. Là-dessus, la HAS a adopté un référentiel de bonnes pratiques en 2022, sauf erreur de ma part, sur justement les bonnes pratiques que ces sociétés doivent suivre pour que les téléconsultations ne manquent pas l'objectif de santé publique. Je tiens également, parce que ça a été évoqué, à faire le lien avec l'exploitation des remontées de IGS, d'événements indésirables graves liés aux soins. La HAS publie récemment une fiche flash sur précisément les risques, les points d'attention en téléconsultation. Les quelques questions, de manière synthétique, ça tient en 2 pages, que doit se poser le professionnel en téléconsultation sur le caractère adéquat de la téléconsultation à la situation du patient ou sur l'orientation du patient. Alors, sur les stratégies médicamenteuses des gros acteurs de l'industrie pharmaceutique, la question a été posée. Elle ne relève pas directement de la HAS, qui est une autorité d'expertise scientifique. Après, il est évident que les avis de la HAS sur le service médical rendu ou la SMR, qui vont avoir un impact sur les prises en charge ou sur le prix, sont un des éléments, une des briques de cet écosystème en profonde mutation. D'ailleurs, le rapport de la mission sur la prise en charge des produits de santé est très intéressant sur les évolutions de ce système, sur le fait aussi que le marché français, comme les marchés européens d'ailleurs, sont de moins en moins pilotes. Le marché américain, de plus en plus, alors qu'il était déjà beaucoup. Les marchés asiatiques montent également. Donc, en effet, il y a des questions à se poser, mais qui ne relèvent pas directement pour l'aspect économique de la HAS. Donc, je rebalaye les questions. Alors, sur l'indépendance. Vous parliez de l'action de se raser le matin. J'y pense, c'est ma déontologie, tous les matins. Quand j'arrive à mon travail, c'est une obligation déontologique de tout agent public, en particulier dans des fonctions juridictionnelles et celles qui sont les missions consultatives au Conseil d'État. Donc, c'est une obligation déontologique. Ensuite, ce sont des dispositifs. Le premier d'entre eux, je l'ai évoqué comme premier élément de mon propos, c'est la collégialité. La collégialité, c'est en soi un élément de garantie d'indépendance extrêmement fort. Et je le vis quotidien dans mes fonctions actuelles, dans la justice ou dans le rendu des avis sur les projets de loi, propositions de loi, vous en savez quelque chose, Madame la Présidente, ou projets de décret. La collégialité est une garantie extrêmement forte. Et après, il y a la gestion des liens et des conflits d'intérêts. D'ailleurs, la question a été posée du seuil entre liens et conflits. Bon. Je tiens à préciser, quand on a un sujet, vous l'avez dit, ponctuel, sur lequel on a très très peu d'experts non conflictés, pour prendre un terme un peu technocratique, la HAS peut toujours écouter, auditionner des experts. Il y a 2 choses. Il y a qui est membre des groupes de travail, et là, il y a gestion des conflits d'intérêts, et il faut veiller à ne pas mettre la barre au mauvais endroit. Donc là, je vous rejoins. Et après, s'il n'est pas possible qu'une personne soit membre d'un groupe de travail, il est toujours possible de l'auditionner, en mentionnant ses liens d'intérêt en toute transparence. J'essaie de balayer rapidement. La sédentarité. Alors, le développement de la médecine à temps partiel, la problématique plus généralement de la démographie médicale dans les territoires, c'est un vaste sujet. Ce n'est pas principalement dans les missions de la Haute Autorité de Santé. Je pourrais vous parler des nombreuses initiatives prises et que j'ai vu passer dans mes fonctions actuelles à la Sécurité sociale du Conseil d'État, mais ce n'est pas le propos de cet entretien. En revanche, on a parlé de téléconsultation. Dans certains cas, c'est un moyen de répondre à certains besoins de cette nature, mais ce n'est pas principalement dans le portefeuille de la Haute Autorité de Santé. Je reviens aux événements indésirables graves et au bilan de novembre 2022. Pour dire 2 choses dessus. Il y a un fort taux de sous-déclaration. Donc, il y a des progrès à faire sur la déclaration des EIGS. On en a un peu moins de 3000. Les évaluations, les quelques travaux qui ont eu lieu sur le sujet laissent plutôt penser que l'ordre de grandeur, c'est sur quelques centaines de milliers. Donc, il y a un travail à faire sur la déclaration, parce qu'une fois qu'on les a, alors, la HAS les reçoit de manière anonymisée, c'est un outil extrêmement précieux d'amélioration des pratiques, de retour d'expérience auprès des professionnels. Et je vous ai parlé de ces nouveaux contenus flash en 2 pages que fait la HAS sur la base de ces EIGS qui remontent. Donc c'est un sujet en effet extrêmement important. Comment inciter à plus déclarer, à mieux déclarer? C'est en effet un sujet à travailler.
Sur la question des pénuries et les messages d'alerte, avec la question de l'implémentation trop lente par les éditeurs de logiciels. Alors, en effet, c'est un sujet. Les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription ou d'aide à la dispensation peuvent être certifiés. Ce n'est pas une obligation. Ça l'était à une époque, mais ça a été jugé contraire au droit de l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'on avait une directive, on a un règlement sur les dispositifs médicaux qui est complet sur les conditions de mise sur le marché et qui ne laisse pas d'espace à une certification. C'est le droit de l'Union européenne. Donc on est dans une certification facultative. Dès lors, lorsque la HAS fait évidemment du relais, de l'éco-données à ces recommandations, à ces systèmes d'aide médicale à la décision, hein, pour prendre le terme technique, lorsque la HAS en fait une condition de certification, elle ne peut atteindre que ceux qui rentrent dans la certification. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a 30% du marché qui est certifié en matière d'aide à la prescription et très peu en matière d'aide à la dispensation. Donc oui, on a un sujet et la HAS y travaille en partenariat pour voir comment, dans un contexte qui restera incitatif, comment on peut progresser. L'effet utile des recommandations, j'en ai déjà parlé. Je pense avoir répondu, y compris des fois sous l'angle impact réel des recommandations qui étaient en facteur commun à plusieurs interventions, à toutes les questions, Madame la Présidente. Oui. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Lessieux, d'avoir pris le temps de répondre spécifiquement point par point à l'ensemble des questions qui vous ont été posées. Nous avons donc terminé cette audition. Et notre prochaine réunion, chers collègues, aura lieu demain matin à 9h30. Nous examinons la proposition de loi visant à la généralisation du CDIE. Puis nous entendrons une communication des rapporteurs de la mission Flash sur la mortalité infantile.